Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous prie de aimer la vidéo pour ceux qui sont déjà connectés et de la partager. Vous devez la partager pour qu'elle ne puisse pas être attaquée. J'ai sur la plateforme New Power Official lancé un direct et qui a été drastiquement réduit en termes d'audience. Il n'y a eu aucune vue pendant tous les 1h05 où je me suis exprimé. Il est clair que désormais, Facebook, aux ordres de la France-Afrique, a décidé de réduire ma capacité de diffusion du message que j'organise tous les jeudis. Alors connectez-vous, partagez la vidéo au plus grand nombre et dites-leur que le live qui aurait dû être fait sur la plateforme New Power Official est en train d'être fait sur la page politique Ngomo Private. Car j'ai une page privée, Private Ngomo, où là j'exprime plutôt mes passions, l'égyptologie, la chevelure laineuse et d'autres questions très personnelles qui n'ont d'ailleurs rien de politique. Et puis il y a ma page politique Ngomo Private, où là je fais plutôt état de mes positions politiques, mes positions géopolitiques. Et il y a la plateforme de notre mouvement New Power Official, où là j'ai l'habitude de faire des lives. Et aujourd'hui, 14 juillet, alors que j'avais prévu un live très important, eh bien, il n'y a eu aucune vue. Facebook a réduit drastiquement mon audience. Alors, je vais vous demander de partager la vidéo, d'inviter les personnes à suivre cette vidéo, de sorte que nous ayons beaucoup de personnes qui pourront ici, sur la page Ngomo Private, suivre donc ce live. Je vois Princesse Alozi. Bonjour Princesse, partage la vidéo et transmets-la au plus grand nombre. Je vais d'abord commencer par me présenter, comme je le fais à chaque fois que j'ai une communication politique. Je suis Private Ngomo. J'ai demandé à la jeunesse gabonaise de m'appeler le charismatique. C'est mon nom politique, mon surnom politique. Je suis le responsable général du mouvement New Power. Et notre structure est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France africaine et fondamentalement néo-panafricaniste. Nous avons donc un discours qui déplaît parce qu'il détonne. Il n'entre pas dans le cadre du narratif habituel des hommes politiques classiques. Cela explique pourquoi aujourd'hui j'ai été l'objet d'une restriction, d'un blocage d'audience. Ça veut dire que notre message commence véritablement à déranger et à embêter les France-Africains qui veulent continuer à tenir notre pays sous le joug néocolonial français, ce qui n'est plus acceptable pour la nouvelle génération que nous sommes. Aujourd'hui, ce 14 juillet 2022, j'ai souhaité aborder une thématique très importante pour notre pays, car il s'agit de son développement. J'ai donc voulu instruire la jeunesse gabonaise
dans le cadre de cet 11e épisode de la série Gabao 2023, j'ai souhaité instruire la jeunesse gabonaise sur une question. Une question que l'élite gabonaise se pose, une question que le peuple gabonais se pose aussi. Cette question est la suivante. Est-ce que la France empêche le Gabon de se développer? Si aujourd'hui, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de dispensaires, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'université, pour ne parler que des infrastructures, est-ce que c'est de la faute de la France ou est-ce la faute des Gabonais, de l'élite gabonaise qui est aux affaires depuis maintenant 62 ans? La question est posée. Il faut y apporter une réponse. J'ai donc décidé de donner mon point de vue, argumenté, rationnel, objectif sur la question. Oui, l'élite gabonaise est divisée. La nation gabonaise est divisée sur cette question. En effet, une partie des Gabonais, élite et peuple confondus, tient pour responsable de la situation de pauvreté et de sous-développement du Gabon l'élite politique, l'élite économique, l'élite intellectuelle qui s'est succédée au pouvoir depuis 1962, du moins 1960, ou même 1958, lors du référendum. Donc voilà maintenant près de 62 ans que cette élite est aux affaires et on la tient pour responsable de la situation de décrépitude de notre pays. C'est une thèse qui est défendue par certains Gabonais. Et puis il y a une autre thèse qui affirme que c'est la France-Afrique, c'est-à-dire le bras armé de la France officielle et des réseaux, qui est la racine du mal de notre pays. C'est elle, cette France-Afrique, qui nous empêche de nous développer et qui organise sciemment et méthodiquement notre sous-développement depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Voilà les deux thèses irréconciliables qui s'opposent. Alors aujourd'hui, sur la base de mon expérience politique, sur la base de mes lectures, sur la base des témoignages, des discussions, je vais essayer d'apporter ma part de vérité en confrontant ces deux thèses. La thèse qui tient l'élite gabonaise aux affaires depuis 102 ans pour responsable de la situation de sous-développement du Gabon, et la thèse qui, au contraire, pointe du doigt la France-Afrique, qui n'est que le bras armé de la France officielle et des réseaux, dirigée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Voici les deux thèses qui s'opposent. Alors, pour débattre de cette question importante, j'ai donc souhaité structurer mon intervention en trois parties. La première va consister d'abord à poser le contexte à la fois historique et actuel du Gabon pour comprendre la situation qui prévaut aujourd'hui. Encore faut-il repartir en arrière. Je ferai donc un bref rappel historique du contexte dans lequel nous avons été et dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ceci pour préparer les deux autres chapitres qui vont suivre. Le premier qui va porter sur le diagnostic et la thèse de ceux qui défendent que ce sont les hommes politiques, c'est l'élite dirigeante qui est la cause de tous les malheurs que notre pays connaît. Et dans un troisième et dernier chapitre, je vais présenter l'autre thèse, pour ne pas dire l'antithèse, qui, elle, affirme que c'est la France-Afrique, bras armé de la France officielle et des réseaux,
qui orchestre et organise le sous-développement de notre pays. Et cela de façon secrète et de façon très subtile. Et quand ces deux thèses auront été présentées, je vais conclure cette communication politique. Voilà donc le menu que je vous suggère. Et à présent, si vous en avez convenance, je vais donc ouvrir avec le premier chapitre. Que dire du contexte historique et actuel du Gabon? D'abord sur le contexte historique. Les Gabonais doivent savoir que le nom gabonais qu'ils portent vient du mot Gabon. Mais Gabon vient de Gabonie. Et Gabonie est une déclinaison en français du mot Gabao. Alors d'où vient le mot Gabao? Ce sont les Portugais qui sont les premiers Européens à avoir mis les pieds dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Gabon. Et sur la portion de terre qu'ils entendaient contrôler, les Portugais avaient considéré que, sur le plan géographique, cette portion de terre ressemblait à un manteau. Et dans leur langue, manteau veut dire Gabao. Et c'est ainsi qu'ils ont appelé notre pays. Notre pays porte donc le nom d'une chose, un manteau. Et lorsque les Français vont réussir à doubler les Portugais, car étant plus astucieux, ayant fait signer des traités à des chefs locaux que l'on a érigés en rois, les Français, à travers ces traités de protection et de commerce, ont décidé de s'emparer de la terre des autochtones, qui au départ semblait appartenir aux Portugais. Et grâce à la pénétration coloniale orchestrée par Pierre Savoyant de Barza, les Français ont réussi à finalement avoir le contrôle d'une grande partie de notre pays. Et donc Gabao, qui désignait le territoire pour les Portugais, est devenu Gabonie, la colonie française du Gabon, qu'on appelait Gabonie. Et puis, de Gabonie, on a évolué vers Gabon, territoire du Gabon, qui était un territoire français d'Afrique, où l'exploitation des richesses était à 100% pour la métropole. Il faut le savoir, que lorsque les Français ont considéré que l'État, du moins le territoire du Gabon, leur appartenait, eh bien les richesses du Gabon étaient exploitées pour la métropole, pour la France. Donc 100% des richesses de notre pays appartenaient à la France parce que le Gabon était un territoire français, territoire colonial français. Nous sommes là autour du 19e siècle et nous entrons dans le 20e siècle. Avec les guerres d'indépendance qui ont commencé à exister dans la plupart des pays qui avaient été sous domination occidentale, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec ces guerres d'indépendance, De Gaulle, le stratège, a anticipé pour éviter qu'il y ait une véritable guerre de libération chez nous. Il nous a donc octroyé l'indépendance. Il nous a donné gratuitement l'indépendance. Il a associé cela des accords secrets de coopération. De cette façon, De Gaulle donnait 10% des richesses du Gabon au pseudo-État gabonais indépendant et il octroyait à la France 90%, la part léonine, la grosse part du gâteau. Voilà ce qui a été fait dans les accords de 1960, qui ont été signés par le premier ministre de l'époque gabonais, Gabriel Léon Baminko, et le secrétaire d'État français au département et au territoire d'outre-mer, qui s'appelait Jean Foyer. Et à partir de cet instant, le Gabon, prétendu pays indépendant, n'avait pas à jouir de toutes ses richesses, il n'en avait peut-être que 10%, selon le bon vouloir de De Gaulle, qui s'est donc assuré
que le Gabon serait toujours dans la situation où la plus grosse part de ses richesses serait entre les mains des Français. Et pour cela, il a tout simplement mis en scène les instruments de domination qui aujourd'hui encore continuent. Les instruments de coercition qui nous imposent une certaine façon de faire et d'agir. La base militaire du camp de Gaulle, qui est là comme une dissuasion. Le franc CFA qu'on utilise et qui permet à la France de maîtriser notre économie. Le soutien indéfectible de la France à la dictature france-africaine, d'abord de Léon-Mba et ensuite des Bongo. Troisième instrument de domination. Quatrième instrument, la dette qui nous étrangle et qui est censée être une aide publique au développement que la France nous accorde. 62 ans de coopération, 62 ans de dette abyssale. Nous atteignons maintenant environ les 6 000 dollars, 6 000 milliards de dollars, non, 6 000 milliards de francs CFA de dette. Qu'a-t-on fait de cet argent? Et enfin, cinquième et dernier instrument de domination, le soft power, gouverné par la francophonie et les mainstream, les médias qui sont les relais de la propagande de la ligne éditorialiste française en Afrique. Ces médias, vous les connaissez, c'est RFI, c'est France 24 et c'est TV5 Monde. Voilà les instruments de domination qui ont été mis en place. Et pour que ces instruments puissent fonctionner, la France avait besoin d'hommes liges, des personnes qui feraient ces 4 volontés. Et elle les recrute où? Dans la France-Afrique et dans la franc-maçonnerie. Donc nos hommes politiques, vous verrez qu'ils sont généralement france-africains et francs-maçons, même s'ils veulent à chaque fois nier ce fait. Mais ils ont besoin d'appartenir à ces deux réalités, car c'est ainsi que la France peut véritablement les contrôler. Voilà le contexte dans lequel aujourd'hui nous évoluons. Maintenant, de manière beaucoup plus actuelle, après cette approche que je vais donner, qui est historiciste, nous sommes aujourd'hui sous l'ère d'Ali Bongo Ondimba. C'est lui aujourd'hui qui semble être le maître de ce pays, avec l'onction de la France. Les Bongo gèrent notre pays depuis maintenant 55 ans, avec les résultats que vous pouvez vous-même constater. Et avant les Bongo, il y a eu Léon-Mba, qui a géré pendant 7 ans, 1960, mais également, bien avant, en 58, donc 9 ans, en réalité, de gestion de Léon-Mba. Nous avons donc 62 ans, si on compte à partir de 1960, ou 64 ans, si on compte à partir de 58. Nous avons donc une gestion de notre pays, le Gabon, qui est faite par la même famille politique, celle du bloc démocratique gabonais de Léon Baminko et de Gondjou. Et ensuite, celle du Parti démocratique gabonais d'Omar Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, d'Ali Bongo. Voilà donc cette réalité actuelle que nous vivons. Cette réalité de pauvreté. Cette réalité de sous-développement. Dans un pays qui pourtant est extrêmement riche. Et qui présente le paradoxe d'une population affreusement pauvre. Alors comment expliquer cela? Comment expliquer qu'un pays comme nous avons ce pays, le Gabon? Comment expliquer que ce pays-là, qui a d'immenses richesses, j'allais dire d'incommensurables richesses, ne puisse pas permettre à chacun de nous de vivre décemment, de vivre dignement? Il y a 2 diagnostics pour essayer de comprendre cette maladie que le peuple gabonais a, que la nation gabonaise a, que notre pays a. Quelle est cette maladie? Alors il y a 2 diagnostics. Et selon le diagnostic, on doit pouvoir apporter la bonne
thérapie, c'est-à-dire la posologie qui va permettre de soigner le Gabon de sa maladie. Il y a deux diagnostics aujourd'hui et deux positions que je souhaite maintenant confronter de manière argumentée et de manière rationnelle. Le premier diagnostic, et je rentre là dans le premier chapitre, le premier diagnostic est celui qui considère que ce sont les Gabonais qui sont responsables de la situation que vit notre pays aujourd'hui. C'est l'élite politique, l'élite économique et l'élite intellectuelle qui est à l'origine de la situation de sous-développement que le Gabon connaît. Pour cette élite, ce n'est pas la France qui dit aux Gabonais de retourner l'argent de leur pays. Ce n'est pas la France qui leur dit d'être corrompus et de ne pas utiliser cet argent pour construire le pays. Pour cette élite, ce sont les Gabonais qui refusent que leur pays dispose d'infrastructures routières, d'infrastructures portuaires, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures maritimes. Pour cette élite et certains Gabonais, ce n'est pas la France qui interdit au gouvernement gabonais de mener une politique sociale qui soit acceptable et bénéfique pour l'ensemble des populations gabonaises. Pour cette élite, ce n'est pas la France qui empêche que la politique médicale soit faite pour l'intérêt de tous les Gabonais. Ce n'est pas la France qui empêche au gouvernement gabonais de construire des universités, de construire des écoles, pour que notre nation soit éduquée. Ce n'est pas la France. Ce sont les Gabonais. Ce sont eux qui sont aux affaires. Ce sont eux qui sont responsables de la catastrophe, du marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà l'argument politique qu'ils avancent. C'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est un argument psychologique. Si ces Gabonais ne veulent pas construire leur pays, si cette élite gabonaise ne se préoccupe pas du devenir des populations, du bien-être du peuple gabonais, c'est parce que cette élite est apatriotique, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue de sentiments patriotiques. En fait, cette élite n'aime pas notre pays, le Gabon. Elle n'aime pas la population qu'elle aime voir souffrir. Cette élite, en fait, déteste le Gabon, mais apprécie beaucoup ses richesses. Cette élite n'a pour seule ambition que de s'enrichir grâce à une corruption toujours plus grande, de se faire plaisir, de vivre comme des pachas, et cet argent qu'elle vole en permanence, eh bien, cet argent ne servira pas à construire les routes. Cet argent ne servira pas à construire les hôpitaux. Il ne servira pas à construire les dispensaires. Voilà. Il va servir à l'élite gabonaise corrompue, qui n'aime pas son pays et qui déteste son peuple, au point de le voir mourir et souffrir. Voilà l'argument psychologique. Donc, en 62 ans, il ne s'est pas trouvé dans l'élite gabonaise, qu'elle soit du PDG, qu'elle soit du BDG, qu'elle soit des partis d'opposition qui, parfois, ont rejoint le gouvernement. Dans toute cette élite gabonaise, on n'a pas trouvé, en 62 ans, de Gabonais qui aiment leur pays. C'est la raison pour laquelle notre nation gabonaise n'a pas ce qu'elle mérite, c'est-à-dire ne profite pas des richesses de son pays. Voilà la thèse qui est défendue par une certaine élite gabonaise et par une certaine population, persuadée que la responsabilité est exclusivement celle des Gabonais. Parce que nous sommes un État indépendant, et étant un État indépendant, ce sont ceux qui sont à la charge de la gestion du pays qui sont responsables de cette situation de chaos, d'insuccès, de cataclysme, de marasme, de sous-développement. Voici la première thèse. Mais, à la lumière de ce qui vient de vous être dit, vous comprenez que cette thèse pèche
par le fait qu'elle fait fi du contexte historique. Elle fait fi du contexte actuel qui pourtant a été relevé au début de cette communication. J'ai présenté le rôle de la France et ses instruments de domination. Mais dans la thèse qu'on vient d'entendre, que je viens de vous présenter, il n'est fait nullement mention de ces aspects fondamentaux. On ne pointe du doigt qu'un aspect que l'on grossit à souhait, faisant croire qu'effectivement, le problème se situe à ce niveau. Ces arguments, je vais vous montrer qu'on peut facilement les déconstruire, car ils sont décousus et infondés. Et ça m'amène donc à développer la deuxième thèse, de laquelle je suis plus proche, je ne le cache pas. Mais écoutez déjà les arguments qui vous seront présentés. Et vous verrez que la critique que nous formulons à l'endroit de la France, dans le cadre de cette thèse-là, elle est bien fondée. Et elle s'appuie sur des éléments factuels que vous-même, vous pouvez aller vérifier. Grâce au livre d'histoire et grâce aujourd'hui à la bibliothèque multimédia universelle que nous avons et qui est Internet. La deuxième partie des Gabonais, une certaine élite et un certain peuple gabonais, considèrent que ce ne sont pas les Gabonais qui sont responsables de la situation d'échec de leur pays. C'est une entité qui jusqu'à présent a su se cacher et que nous avons démasquée et qui s'appelle la France-Afrique. C'est la France-Afrique et donc les Français qui l'organisent qui sont à l'origine de la situation de marasme que nous connaissons. Et pour démontrer cela, je vais mettre en valeur 3 arguments. Un argument jugé politique, un deuxième argument jugé historique et un troisième argument jugé stratégique. Sur la base de ces 3 arguments, je vais apporter la démonstration que c'est bien la France-Afrique, bras armé de la France officielle et des réseaux, qui est à l'origine de la situation de sous-développement que notre pays connaît. Et le dire, ce n'est pas faire offense à la France, mais c'est critiquer et mettre à l'index sa mauvaise politique au Gabon depuis maintenant 62 ans. Nous allons commencer par l'argument historique. Car l'histoire nous renseigne sur le passé, sur la structure de ce passé, et comment cette structure continue à exister dans le présent. Et peut-être, si on ne fait pas garde, si on y prend garde, cette structure va se poursuivre dans le futur. Il faut donc poser le diagnostic en s'appuyant sur le passé. Et que dit ce passé? Il nous renseigne en nous informant que il y a eu de la part des Français, dès le début, une mise à l'écart ou un assassinat pur et simple des Gabonais vertueux et patriotiques. Des Gabonais qui voulaient le bien de leur pays, qui voulaient construire leur nation. Et j'en veux pour preuve quelques personnalités que les plus jeunes peut-être ignorent, mais les plus âgés ont ces noms en mémoire. Je vais commencer par Jean-Hilaire Aubameyeur, qui était un homme de qualité. Un homme qui s'est lancé d'abord dans une instruction administrative douanière, c'était un douanier, et qui ensuite s'est engagé en politique, en travaillant d'abord avec le gouverneur Félix Eboué, nous sommes dans les années 40, puis est devenu conseiller municipal au Congo, à Brazzaville, qui était la capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, juste après la fin de la guerre, en 1946, Jean-Hilaire Aubameyeur a été élu député. Ce fut le premier député du territoire du Gabon en France.
il était à l'époque français, et pour son pays, le Gabon, il était député. Et il a été député de 1946 jusqu'en 1957. Donc près de 10 ans, 11 ans, député en France, parlementaire en France, à côté de Sékou Touré, à côté de Félix Houphouët-Boigny, à côté de Léopold Sédar Senghor. Ces trois hommes que je viens de citer et qui sont issus de l'Afrique de l'Ouest ont été les chefs d'État de leur pays nouvellement indépendant. C'était le destin qu'aurait pu connaître Jean-Hilaire Obama. Mais il y a eu la conférence de Brazzaville en 1944 où il prit la parole. Et le ton nationaliste de son propos a inquiété les autorités françaises, a inquiété De Gaulle, qui depuis l'a mis à l'index et a décidé, a juré que Jean-Hilaire Obama ne serait jamais le président du Gabon. Voilà comment la France a écarté un homme de qualité qui certainement aurait construit le pays s'il avait accédé à la magistrature suprême. Premier élément historique. Deuxième élément, René-Paul Souzat, un fils du sud du Gabon, un Guissir, qui a créé le Punga, parti de l'opposition dans les années 60, et qui avait milité pour le non au référendum, et qui n'avait pas été suivi par la plupart des Gabonais. René-Paul Souzat était un vrai nationaliste, un indépendantiste, mieux que Léon Mba, qui souhaitait que notre pays demeure un département français, et qui a dû se résoudre par la force de Malraux et de Gaulle à proclamer l'indépendance après avoir signé des accords de coopération qui nous liaient pieds et mains. Léon Mba, qui passe aujourd'hui pour être le père de l'indépendance, ne voulait pas pourtant l'indépendance de son pays. Nous le savons aujourd'hui. René-Paul Souzat était de meilleure facture. Et pourtant, il n'a jamais été chef de l'État. C'est Léon Mba qui a été mis à la tête du pays par la volonté de la France. Des militaires courageux, patriotes, ont décidé de corriger le tir quand ils ont vu que notre pays n'était pas bien géré et que les promesses de l'indépendance tardaient à venir à cause du caractère autoritaire de Léon Mba. Ils ont donc décidé, ces militaires, de prendre le pouvoir. Ils ont fait un coup d'État que l'on peut qualifier de sympathique puisque le sang n'a pas coulé ce jour de février 1964 lorsque Léon Mba a été déposé. Les lieutenants Mambo et Sono et Ndo ont décidé de mettre à la tête de notre pays, le Gabon, Jean-Hilaire Obama Yégué, qui à l'époque avait la meilleure surface politique, la plus grande épaisseur, et surtout avait un esprit nationaliste et voulait construire le pays. Ces lieutenants patriotes ont voulu que ce soit Jean-Hilaire Obama qui soit à la tête du Gabon. Et comment la France a-t-elle réagi? Elle les a purement et simplement massacrés au camp Baraka. 19 militaires gabonais ont été tués ce jour-là. Car il fallait également qu'ils servent d'exemple. Voilà comment la France a écarté du pouvoir Jean-Hilaire Obama Yégué et a tué les Gabonais qui avaient envisagé un autre Gabon. Voilà le troisième argument historique. Quatrième argument, et je finis là, car la liste est assez longue, vous vous en doutez. Mais je vais juste faire relever ces aspects-là pour que vous compreniez le rôle pernicieux et secret de la France dans la situation dramatique que notre pays connaît. Germain Banguema, brillant diplomate, qui contestait le régime monopartiste établi par Albert Bernard Bongo en 1968, a été assassiné par le mercenaire Bob Denard sur les ordres de la France en 1971. C'est Pompidou, à l'époque, qui était le président de la République française. Ils ont décidé de faire mourir un patriote, un nationaliste qui aurait certainement mieux géré le Gabon que ne le fut
Omar Bongo Ondimba. Alors quand on vous assassine des éléments de valeur, des éléments de qualité, des éléments vertueux, comme ces différentes personnalités-là, et qu'on mette à la place des personnes médiocres, à quoi peut-on s'entendre? Je vous pose la question. On enlève le meilleur de la classe et on met le cancre. On pense pouvoir relever le niveau de la classe ainsi. À partir de cet instant, la France n'a pas besoin de dire aux médiocres de détourner. Et il le fera. Puisqu'il a été installé là parce qu'on sait qu'il est médiocre et qu'il va détourner. La France n'a pas besoin de lui dire de ne pas construire les routes. Il ne les construira pas. Car on l'a choisi parce qu'on sait qu'il ne construira pas les routes. Donc il n'est plus besoin de lui dire de détourner, de lui dire de ne pas construire son pays. Il ne le fera pas. Car la propriété de médiocre qu'il a le pousse naturellement à agir ainsi. Alors, ceux qui ont une courte vue ne constatent que l'acteur, mais ne pas voir celui qui a conçu le plan et qui se cache. Eh bien, nous avons vu le plan et nous voyons celui qui l'a conçu et qui se cache. Nous le mettons au jour. Nous le démasquons et nous braquons les projecteurs sur celui qui a planifié cela. Voilà l'argument historique que vous pouvez vérifier. Et donc, méfiez-vous de la version officielle de l'histoire du Gabon. Version officielle qui nous vient tout droit des officines françaises, qui veulent nous formater et nous faire croire que la France n'est pour rien dans la situation actuelle, alors que c'est pourtant elle qui installe à la tête de notre pays des hommes de moindre qualité, qui ne seront pas en mesure de construire le pays. Et c'est vers eux que nous allons pointer du doigt, alors qu'en réalité, ils ne sont que des marionnettes manipulées par le maître marionnettiste qui se cache depuis sa salle parisienne de l'Élysée. Ne soyons plus dupes. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux et soyons vigilants. Voilà pour le premier argument historique. Le second argument, lui, il est plus politique. Et de quoi s'agit-il? Les différents candidats de l'opposition qui sont présentés aux différentes élections présidentielles depuis la restauration du multipartisme en 90 ont toujours tenu un discours identique, similaire, équivalent. Ce discours est le suivant. Nous sommes candidats à l'élection présidentielle pour enlever les bongos, que ce soit Bongo Omar ou Bongo Ali. Et dans notre discours, nous voulons rassurer la France en lui disant que nous ne toucherons pas à ses intérêts, à ses énormes intérêts. Nous allons préserver ses intérêts, nous allons garantir ses intérêts. Ces intérêts français ne seront pas remis en cause. Mais, si nous prenons le pouvoir, nous allons mieux gérer les intérêts que la France nous a concédés depuis 1960. Et c'est Mbabo Solo qui avait donné la formule, que je vais ici reprendre, en 1993, lors de la campagne présidentielle. Il avait dit, dans une belle formule, une sorte de métaphore, Mbabo Solo disait, la France, aujourd'hui, s'est octroyé 75% des richesses de notre pays, d'après les accords de coopération. Moi, je pense que c'est beaucoup plus important, voyez-vous, mais je vais m'en tenir à la version de Paul Mbabo Solo, qui est encore vivant et qui peut la confirmer. Donc la France octroie 75% des richesses du Gabon. Et elle nous a laissé 25% pour que nous puissions gérer notre État, notre administration et notre population. 25%. Et Mbabo Solo disait que s'il prend le pouvoir en 93, il ne remettrait pas en cause les 75% que la France prend dans les richesses de notre pays, mais qui s'employerait à bien gérer les 25%. C'est-à-dire qu'il ferait l'école cadeau, il ferait l'hôpital cadeau, et il ferait le travail pour tous. Donc Mbabo Solo était dans une logique de constructeur, de discours rassurant que Mbabo Solo envoyait aux Français. Nous sommes attaqués à nouveau. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo et partagez-la. Nous sommes attaqués.
Donc, si vous voulez que j'aille jusqu'au bout de cette communication politique, je vous prie de partager la vidéo à 5, 10 de vos connaissances et surtout de l'aimer. Car ce qui est dit ne plaît pas aux France-Africains. Ils ne veulent pas que la vérité soit manifeste. Donc, ils nous empêchent de communiquer. Ils nous ont déjà bloqué l'audience au niveau de la plateforme New Power Official où ce live avait été prévu. Et là, ils sont venus sur notre plateforme Private Ngomo, la page politique Private Ngomo, non plutôt Ngomo Private, pour nous empêcher à nouveau de livrer le message. Donc, de grâce, partagez la vidéo, aimez-la et faites en sorte qu'elle soit sécurisée et que je puisse aller jusqu'au bout de ce discours qui ne plaît pas aux France-Africains. J'en étais à la posture rassurante de Mbabo Solo dans son discours pour faire comprendre aux Français que il peut très bien être président du Gabon, ne pas remettre en cause les intérêts énormes de la France, mais bien gérer les 25% que la France a bien voulu nous concéder depuis 1960. Pourtant, malgré ces discours rassurants, la France a préféré maintenir en 1993 Omar Bongo qui avait pourtant perdu les élections. Donc elle a maintenu quelqu'un qui ne construit pas notre pays. Elle a maintenu quelqu'un qui ne veut pas développer le Gabon alors que ce pays est extrêmement riche. La France a préféré le maintenir lui. Et non pas donner sa chance à Mbabo Solo qui pourtant ne menaçait pas les intérêts français puisqu'il disait qu'il allait garantir les 75% des richesses que le Gabon donne à la France. En 1998, il revient maintenant au tour de Pierre Mamboundou, à côté de Bongo et de Mbabo Solo, de briguer la présidence de la République. Mbabo Solo s'étant finalement compromis, c'est Pierre Mamboundou qui a incarné l'alternance, ou du moins l'alternative auquel les Gabonais aspiraient. C'est donc lui qui a gagné cette élection en 1998. Avec un même discours rassurant. Car Mamboundou, comme beaucoup le savent, est un franc-maçon. Et qu'à ce titre, il a dû s'accorder avec les francs-maçons français pour leur dire que les intérêts français ne seront pas remis en cause au Gabon. Nous allons garantir à la France ses intérêts à travers les sociétés qu'elle a au Gabon, à travers les multinationales. Nous ne remettrons pas en cause tout ce que la France gagne dans notre pays. Mais si je suis élu président et que je suis investi, eh bien, je vais m'employer à bien gérer les deniers publics. Voilà un discours rassurant. Que les 75% soient garantis par Omar Bongo, ou par Mbabo Solo, ou par Mamboundou. Quelle différence pour la France? Rien. Mais pourquoi a-t-elle refusé une deuxième fois qu'un patriote puisse mieux gérer les deniers publics? Pourquoi a-t-elle refusé? Puisque Mamboundou, bien qu'il ait été élu, n'a pas pu être investi. C'est Omar Bongo qui, à nouveau, a été installé. Nous arrivons ensuite au cas André Mbaobam, en 2009. Mbaobam, franc-maçon et France-africain. Et donc, lui aussi, garantissant les énormes intérêts français au Gabon. On ne touchera pas aux 75%, pour reprendre la métaphore de Mbabo Solo. Nous allons bien gérer les 25%. Nous mettrons en place l'AMU, l'assurance maladie universitaire, qui finalement s'est retrouvé Knam GS sous l'égide d'Ali Bongo Ondimba. C'était une idée de André Mbaobam. André Mbaobam voulait faire du bon travail s'il avait été élu président. Mais lui aussi, comme ses prédécesseurs, n'entendait pas remettre en cause les intérêts de la France. Il voulait même les garantir. Et là, sans surprise, la France a décidé que ce serait Ali Bongo qui succéderait à son père adoptif, Omar Bongo,
décédé en 2009, lorsque nous avons eu les élections présidentielles anticipées. Et tout récemment, en 2016, ce fut le tour de Jean Ping d'avoir le même discours rassurant, en disant que le Gabon n'était pas géographiquement situé dans les mers de Chine. C'est ainsi qu'il parlait. Excusez-moi, j'ai été perturbé par un coup de fil. Je vais donc rappeler à personne plus tard, le temps de terminer cette communication politique. Nous en étions à Jean Ping. Partagez la vidéo et aimez-la. Partagez la vidéo et aimez-la. Sinon, nous allons être attaqués. Jean Ping, comme ses prédécesseurs, a opté pour le même discours rassurant. Pourtant, il a une ascendance chinoise. Et le pays de son père est depuis devenu la grande puissance économique qui aujourd'hui est capable de faire mal sur le plan économique et financier au bloc occidental. Mais Jean Ping n'a pas voulu avoir une stratégie qui remettait en cause les intérêts français en s'appuyant sur la Chine. Il a continué, comme ses devanciers, à dire que si lui il est président, il ne va pas toucher aux intérêts français. Il va les préserver. Mais les 25% qui sont mal gérés par les bongos, eh bien, il va essayer d'en faire une chose qui soit profitable aux Gabonais, afin que ces derniers puissent vivre à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. C'était le discours de M. Jean Ping. Donc un discours conciliant, un discours, j'allais dire presque france-africain, comme les autres, puisqu'on se borne à vouloir bien gérer la part que la France a bien voulu nous laisser, c'est-à-dire la partie congrue. Voilà, sur le plan politique, l'argument qu'il faut retenir. Que malgré les discours rassurants que les hommes politiques gabonais ont donnés à la France, cette dernière a préféré maintenir à la tête du Gabon des personnes incompétentes et corrompues qui n'ont rien fait pour que notre pays se développe, malgré ses multiples et immenses richesses. C'est factuel. Nous ne critiquons pas la France-Afrique en vain. Nous voyons les résultats qu'elle produit au Gabon. À l'exception de Mamboundou et de Mbaobam qui sont décédés, M. Jean Ping et Paul Mbabosolo existent toujours. Nous espérons qu'avant qu'ils n'aillent rejoindre le Très-Haut, ils vont écrire leur mémoire. Et peut-être que ce que je vous dis là maintenant se retrouvera confirmé dans leurs écrits. Car il y a la peur aussi de froisser ou de fâcher la France. Donc on se tait. Mais quand on écrit ses mémoires et qu'on disparaît, au moins les Gabonais sont édifiés sur ce qui s'est passé en réalité et qui n'a jamais été communiqué. Eh bien moi, sur la base de ma petite expérience politique, de mes analyses géostratégiques et géopolitiques, je suis en train de vous livrer une part de vérité que certains, s'ils ont assez de courage, pourraient confirmer. Voici donc pour l'argument politique, après l'argument historique. Finissons avec l'argument stratégique. Dans le contexte que je vous ai rappelé, historique et actuel, j'ai posé la trame dans laquelle le Gabon évolue. Le Gabon évolue dans une trame de néocolonie, c'est-à-dire qu'il y a une illusion d'indépendance à travers des symboles, à travers une date d'indépendance, à travers des manifestations, à travers un pseudo-État, à travers un pseudo-gouvernement. Et puis il y a la réalité qui, elle, est plus cachée, qui donne à la France toute la latitude de diriger notre pays grâce à ces instruments de domination. C'est cela que j'ai tenu à rappeler. Et c'est cela qui fonde la trame actuelle et politique dans laquelle nous évoluons.
il faut en prendre conscience. Et le diagnostic que l'on fait doit tenir compte de cela. Passer à côté de ces éléments-là, c'est forcément dresser un mauvais diagnostic. Et c'est ce qui a été fait pendant 62 ans. De croire qu'il faut s'en prendre à l'élite politique gabonaise alors qu'elle n'est qu'une marionnette. Les Français ne peuvent plus administrer directement notre pays comme du temps de la colonisation. Ils ont besoin maintenant d'hommes liges, ils ont besoin maintenant d'intermédiaires africains et en l'espèce gabonais. Mais ces intermédiaires doivent œuvrer dans le sens d'une stratégie qui a été pensée à long terme. Il faut le savoir. Lorsque les géostratèges français s'assoient pour réfléchir sur la manière de continuer à dominer le peuple gabonais, politiquement, économiquement, culturellement, afin de pouvoir assurer la prédation, c'est-à-dire le pillage de ces richesses, quand ces géostratèges s'assoient, ils se projettent non pas sur 10 ans ou sur 20 ans, ils se projettent au moins sur 50 ans, au mieux sur 100 ans. C'est cela le rôle d'un stratège. De penser que si notre protocole stratégique est mis en place maintenant, il doit pouvoir fonctionner sur au moins 50 ans. De sorte que pendant 50 ans, nous continuons à accéder aux richesses d'un pays qui pourtant ne sont pas nos richesses à nous. Mais il faut prévoir un protocole. Et dans ce protocole, il faut des intermédiaires, c'est-à-dire l'élite gabonaise. Dans ce protocole, il faut des instruments de domination, c'est-à-dire la base militaire pour dissuader. Les assassinats des gens qui ne sont pas d'accord. Le franc CFA pour nous contrôler. Le soutien aux dictatures par l'armée gabonaise. La dette pour nous étrangler, afin qu'on soit toujours dépendant. Et le soft power pour qu'on continue à penser que la solution ne viendra que de France et pas ailleurs. Voilà le protocole qui a été mis en place et qui est censé marcher pendant 100 ans au mieux. Et ça a déjà marché 62 ans. Voyez-vous? Le mauvais diagnostic qu'on a posé fait que le protocole de domination et de prédation des richesses gabonaises marche. Marche. Parce que les géostratèges se sont projetés sur au moins 50 ans. Et nous en sommes aujourd'hui à 62 ans. Donc le diagnostic qui a été posé, le premier diagnostic n'est pas bon. Il faut envisager maintenant un autre diagnostic. Pourquoi? Mais parce que quand les géostratèges ont réfléchi à la meilleure manière de toujours nous dominer afin d'exploiter nos richesses et eux d'en vivre et nous maintenons dans la pauvreté, ils ont pensé pour que cela soit la chose qui dure le plus longtemps à leur avantage. À leur avantage. Car si les géostratèges avaient un seul instant accepté que les Gabonais construisent leur pays, tout en laissant à la France les 75%, faisons ce qu'on appelle en français une uchronie. C'est un mot un peu savant. Mais qu'est-ce que l'uchronie? L'uchronie, c'est une histoire qui aurait pu se réaliser, mais qui ne s'est finalement pas passée. Exemple, Hitler gagne la Seconde Guerre mondiale. On appelle ça une uchronie, car c'était parfaitement possible que le Troisième Reich vienne à bout de l'Europe occidentale et même de la Russie. C'était une éventualité. Mais l'histoire n'a pas retenu cela. Alors prenons maintenant pour le cas du Gabon, quelques cas d'uchronie. Prenons le cas où par exemple, la France de De Gaulle accepte que Jean-Hilaire Obama devienne président du Gabon. Prenons cette hypothèse historique qui était possible, puisqu'il avait le meilleur pédigré. Un Gabonais n'avait pas un statut politique plus étendu, plus important que Jean-Hilaire Obama. Il n'y en avait pas un seul qui lui arrivait à la cheville à cette époque-là. Donc il était qualifié pour être président du Gabon. Alors supposons un seul instant que la France lui dit « On te laisse gérer les 25% qu'on t'a concédé, mais tu ne touches pas à nos 75%. » Et supposons que Jean-Hilaire Obama accepte et qu'il gère bien les 25%.
Jean-Yves Bam finit donc sa présidence, il quitte le pouvoir. Et puis, en 1971, donc c'est-à-dire 11 ans après, c'est Germain Mbangema qui devient maintenant le président du Gabon. Et lui, il trouve que 25%, bien gérés par Jean-Yves Bam, ne sont plus suffisants pour son pays. Il a besoin de 30%. Et la France donc accepte de passer de 75% à 110%. Et le Gabon progresse de 25% à 30%. Et Jean-Hilaire Obam ayant géré 25%, on imagine aussi que Germain Mbangema, qui était tout aussi nationaliste, aurait peut-être bien géré les 30%. On a vu ce cas au Botswana, où le premier président ayant montré l'exemple, les autres présidents ont fait preuve de compétence, de rigueur et de lutte contre la corruption. Et je ne peux que recommander aux Gabonais d'aller au Botswana pour voir comment un pays qui a pour richesse importante le diamant s'en sort. Quand nous avons le diamant, nous avons encore d'autres richesses et nous ne nous en sortons pas. Parce que nos présidents n'ont pas eu la main politique pour faire de grandes choses et montrer l'exemple aux générations futures. Donc supposons que nous avons eu par exemple ce cas-là avec Jean-Hilaire Obam en 60 et Germain Mba en 1971. Ce dernier, Germain Mba, quitte le pouvoir après avoir réussi à faire gagner au Gabon 30% de ses richesses et à la France 110%. Vient au pouvoir en 1993 Mbaba Solo, par exemple, dans le cadre d'une élection transparente. Et Mbaba Solo dit à la France, écoutez, les 30% ne suffisent plus. Nous avons besoin de 35% maintenant de nos richesses. Parce que voyez-vous, la population gabonaise a augmenté. Nous avons réussi à satisfaire les besoins élémentaires. Les Gabonais maintenant accèdent aux besoins qui sont les besoins secondaires. Nous avons besoin de faire davantage de choses. Donc vraiment, on souhaiterait passer de 30 à 35% de nos richesses. Et on vous laisserait 65%. Supposons que la France accepte. Mbaba Solo gère un budget de 35% des richesses de notre pays et laissant la France maintenant 65%. Mbaba Solo quitte le pouvoir. Il est remplacé par Mamboundou. Mamboundou prend le pouvoir en 1998 et il dit à la France, écoutez, les 35% de Mbaba Solo ne suffisent plus. Les Gabonais ont déjà accédé aux besoins secondaires, ils veulent maintenant les besoins tertiaires. Donc j'aimerais qu'on passe de 35% à 40%. Et la France, par exemple, accepte. Et donc elle se trouve maintenant à 60% quand nous sommes maintenant à 40%. Ensuite, Mamboundou gère le pays autant qu'il peut, avec rigueur et compétence, car c'était un nationaliste. Et quand il quitte le pouvoir, il est remplacé par André Mba Obam, qui lui dit aux Français que, écoutez, 40%, ce n'est pas suffisant. Il faut plus maintenant. Les Gabonais veulent maintenant accéder aux besoins tertiaires, les besoins de prestige. Nous avons fait de grandes choses. Nous pensons en avoir les moyens. Mais il faut maintenant que nous passions de 40 à 45% de nos richesses. Et on vous laisse donc les 55%. Et la France accepte. Et puis arrive Jean Ping en 2016, qui fait comprendre aux Gabonais et aux Français que 45%, ce n'est plus suffisant. Il a besoin de 50%, c'est-à-dire la moitié des richesses de notre pays. Et la France doit accepter d'avoir l'autre moitié. Et poursuivez comme ça la série. Et vous verrez que sur une période d'environ 100 ans, eh bien la France serait passée de 75% à 0%. Car à un moment donné, elle ne pourrait plus imposer aux propriétaires des richesses d'avoir moins qu'elle. Donc, pour éviter justement une bonne gestion des 25% dès le début, la France a préféré mettre en place un chaos financier, un chaos économique. C'est-à-dire que nous passons tout notre temps à mal gérer les 25%, de sorte qu'on ne pensera jamais à vouloir grignoter la part léonine, la grosse part que la France a affectée. C'est l'argument stratégique. C'est machiavélique. C'est cynique. Mais c'est ce qui est pratiqué. Il est dans l'intérêt de la France que nos 25% soient mal gérés. Soient très mal gérés. De sorte que notre pays ne soit pas construit. Parce que pataugeant dans cette gadoue financière, eh bien, nous n'envisageons jamais de vouloir augmenter la part qui nous revient de droit. Nous restons prisonniers de 25% qui sont très mal gérés. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est cela la vérité.
Ça explique pourquoi est-ce que ce sont de 2 ans de coopération avec la 6e ou 7e puissance économique du monde et on n'arrive pas à réaliser le saut qualitatif que les dragons de l'Asie ont eu à faire. On n'arrive pas à imiter les Émirats unis arabes, alors que nous avons plus de richesses qu'eux. Mais ils n'ont que le pétrole à Dubaï, à Riyad, dans le Qatar. Ils n'ont que le pétrole. Nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons le manganèse, nous avons la bauxite, nous avons le cobalt, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons les terres rares, nous avons le coltan, nous avons le bois, nous avons un paysage écotouristique qui peut nous enrichir dans le cadre du tourisme d'affaires. Nous avons les puits de carbone, quand nous sommes dans le premier poumon écologique de la planète Terre, le bassin du Congo. Nous avons toutes ces richesses. Et regardez notre pays, il ne ressemble à rien. Parce qu'il y a un chaos stratégique qui est organisé par la France. De sorte que l'élite gabonaise n'a d'autre choix que de piller et se faire adouber par la France. Et si elle essaye de vouloir faire du bon travail, cette élite est purement et simplement éliminée. Je vous l'ai montré dans l'argument politique. Donc comment les Gabonais peuvent-ils continuer à dire que ce sont les élites gabonaises qui sont à l'origine de la situation de sous-développement que nous connaissons, quand ces arguments-là leur sont opposés? La prochaine fois qu'un Gabonais qui soit de l'élite ou bien du peuple vienne vous dire que ce sont les Gabonais qui sont responsables de la situation de leur pays, vous leur sortez ces 3 arguments-là. Il faut les apprendre peut-être de cœur pour pouvoir les sortir à un contradicteur. L'argument historique, comment on a tué, on a écarté les hommes de valeur. L'argument politique, comment est-ce qu'on a refusé que les candidats qui garantissaient pourtant les intérêts français ne puissent pas gérer les 25% que la France nous a concédés dans le cadre des accords de coopération. Et enfin, l'argument stratégique, il vaut mieux que les Gabonais pataugent pendant 62 ans, pendant 100 ans, dans une mauvaise gestion des 25%, pour qu'ils n'aient pas à bien gérer les 25%, et à quand même maintenant de passer à 30, à 35%, à 40%, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la France n'ait plus que la portion congrue. Car ces richesses, ce sont les nôtres. Ce sont nos richesses, ce ne sont pas celles de la France. Et nous sommes en droit de dire que nous récupérons toutes les richesses de notre pays. Quand la France récupère toutes ses richesses à elle. Lorsqu'elle vend son fromage, ou bien lorsqu'elle vend son vin Bordeaux, bien les 100% de recettes lui reviennent à elle, toute seule. Et elle ne partage avec personne. Et pourquoi notre pétrole, on devrait donner 75% à la France et 25% pour nous? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc, nous concluons au New Power que la marionnette ne peut pas être tenue responsable des actions qu'on lui demande de mener. Oui, elle pose des actes, c'est vrai. Mais dans l'échelle de responsabilité, elle compte pour quoi? 10%, 20%. Et le plus gros, les 80%, mais sont entre les mains de la France. C'est le diagnostic que nous faisons au New Power. Et nous ne sommes pas le seul à le faire. Nathalie Yamb du Cameroun fait le même diagnostic. À travers ses vidéos, vous l'entendez. Kémy Séba du Bénin fait le même diagnostic. Franklin Yamsiwa Cameroun fait le même diagnostic. Ousmane Sonko du Sénégal aborde dans notre sens. Amina Fofana du Mali fait le même diagnostic. Son collègue Ben Le Cerveau et Mohamed Konaré qui vit en Italie fait le même diagnostic. Donald Gouma du Congo-Brazzaville fait le même diagnostic. Bon, à un moment donné, il faut être raisonnable et comprendre que tous les Africains ne peuvent pas être si médiocres de ne pas pouvoir développer leur pays qui sont des mines de trésors. Car la critique que l'on fait pour les Gabonais, il faut aussi les faire pour les Camerounais, il faut les faire pour tous les pays de l'espace francophone, comme par hasard. Mais tous ceux qui ne sont pas sous le giron français, comme la Guinée équatoriale, le président Obiangema Mbazo, allez regarder le travail qu'il a réalisé. Tous ceux qui ne sont pas sous le giron français, comme
Paul Kagame, allez regarder Kigali aujourd'hui. Allez regarder les pays francophones. Comparez-les aux pays anglophones et vous verrez la différence. On ne peut pas dire qu'une certaine catégorie d'Africains n'aiment pas leur pays, ils sont médiocres. Cet argument est léger, il est court, il est infondé, il est décousu. Il faut comprendre qu'il y a un mécanisme vicieux, pernicieux, secret qui a été mis en place par la France et qui échappe à un esprit qui n'est pas aiguisé et qui va se contenter de voir les éléments conjoncturels sans regarder aux éléments structurels. Je vous ai présenté là les éléments structurels. Et c'est notre rôle que d'informer la jeunesse gabonaise sur ce qu'on lui cache. Donc si vous voulez être, vous, jeunesse gabonaise, les maîtres de votre destin, mieux que nous l'avons été dans le passé, car nous nous sommes trompés de diagnostic, je ne peux que vous recommander d'affronter la France-Afrique, d'arracher à la France-Afrique votre souveraineté, pour pouvoir disposer des richesses de votre pays et les exploiter pour le bonheur, pour le bien-être de toutes les populations. C'est cela le bon diagnostic. C'est cela le véritable diagnostic qu'il faut tirer. Et apporter maintenant la thérapie. Quelle est cette thérapie? Et je conclus là. Quand vous faites un diagnostic, sur la base des symptômes, vous accédez à la réalité de la maladie. Pendant 62 ans, la classe politique gabonaise nous a fait croire que c'était le pouvoir en place qui était à l'origine de nos maux, M-A-U-X. Et que c'était à cause de cette classe dirigeante-là que notre pays, malgré ses richesses, ne pouvait pas s'en sortir. Car cette classe politique était corrompue, détenait l'argent et ne construisait pas le Gabon. Voilà le discours qu'on vous a tenu. Et ceux qui créent, ceux qui tiennent ce discours, prétendent que s'ils arrivent aux affaires, ils feront mieux. Nous sommes en train de vous dire que la classe politique du Gabon n'est qu'une marionnette. Celle qui dirige, elle n'est qu'une marionnette. Et que si nous voulons sauver notre pays, il nous faut nous attaquer aux marionnettistes, c'est-à-dire couper les ficelles qui relient la marionnette aux marionnettistes. C'est le travail qu'il faut qu'on réalise. C'est cela, la stratégie de lutte qu'on doit mener désormais. Ne pas s'attaquer à la marionnette, s'attaquer aux ficelles que tient le marionnettiste pour faire bouger la marionnette, dans un sens qui nous est toujours défavorable. C'est la stratégie de lutte que nous proposons. Car nous devons tous accepter que, depuis 62 ans, le premier diagnostic qui avait été posé montre son inefficacité. Rien ne change. Nous sommes toujours en face d'un insuccès ou d'un échec total dans la volonté que la population a de voir le Gabon se développer et appartenir au concert des nations développées grâce aux richesses que nous avons, ce qui est parfaitement légitime. Il est donc temps, nous le disons solennellement, il est temps que la jeunesse gabonaise, que la classe politique prenne en considération le second diagnostic que je viens de vous présenter là. Nous pensons que si nous nous orientons vers ce diagnostic-là, nous allons pouvoir traiter la maladie. Mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Il faut vaincre la peur. C'est cela, les ingrédients qui nous permettront de prendre en considération ce second diagnostic et d'aller vers une solution thérapeutique pour soigner le grand malade Gabon. Einstein disait, et tout le monde sait qu'Einstein était un grand esprit. Einstein disait que c'est de la folie de poser les mêmes actions et de s'attendre à des résultats différents. Si pendant 62 ans, nous continuons à nous en prendre à la marionnette, eh bien nous aurons le même résultat, c'est-à-dire le sous-développement. Eh bien, changeons notre fusil d'épaule. Changeons-le de braquet et essayons de considérer
le second diagnostic que pose aujourd'hui courageusement le New Power. Essayons. Essayons cette thérapeutique-là. Cette thérapie, pardon, là. Essayons-la. Et voyons ce que ça donne. Peut-être qu'elle sera plus efficace que le premier diagnostic qui a été posé pendant 62 ans. À la jeunesse gabonaise, je suis tressé, voyez-vous. Je mets en valeur les tresses gabonaises, je mets en valeur le cheveu, les nœuds, et j'en suis fier, car ce sont les cheveux que Dieu m'a donnés. Je ne porte pas de perruque pour ressembler à un Français. Et là, la critique est dirigée vers les femmes qui préfèrent porter des perruques, des cheveux raides, alors qu'elles ont la possibilité de faire de très belles tresses avec leurs cheveux et les nœuds. Mais là, je m'adresse aux garçons, aux hommes. Tressez-vous les cheveux comme le charismatique. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Je ne suis pas un homosexuel. Je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas un footballeur. Il n'a jamais été dit dans nos traditions africaines que les tresses ne sont pas faites pour des hommes responsables. Et ce que je viens de vous dire là relève de la haute responsabilité, n'est-ce pas? Beaucoup de gens qui ont les cheveux haras ne parleraient jamais comme je vous parle là. Donc ce n'est pas sur la tête qu'il faut voir la valeur d'un homme. C'est dans la tête, ce qu'il a à l'intérieur. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, tressez-vous les cheveux. Devenez les soldats de l'armée anti-France africaine que nous sommes en train de constituer. Notre casque pour nous protéger, ce sont ces cheveux crépus qui aujourd'hui sont tressés. Tressez-vous les cheveux. Ce sera une marque d'identification en tant que soldat, une marque de reconnaissance en tant que guerrier allant contre la France-Afrique pour prendre possession de notre pays, aujourd'hui sous le contrôle des Français, des Syro-Libanais et de nos frères africains. Nous devons mener une guerre pour reconquérir notre pays. Et moi, je m'oppose en général de cette armée et je demande à tous les soldats de se tresser les cheveux comme moi. Et vous comprendrez plus tard pourquoi nous avons décidé de mettre en place cet instrument de reconnaissance. Plus tard, pas maintenant. Pour l'instant, tressez-vous les cheveux. C'est la supplique que je vous adresse. Vous le faites pour vous-même, vous le faites pour votre famille et vous le faites pour votre pays. Tressez-vous les cheveux. Ensuite, je vais vous dire que nos activités sont sur nos plateformes virtuelles pour l'instant. Vous avez nos différentes vidéos, mais bientôt nous irons sur le terrain. Et sur le terrain, nous allons continuer à communiquer avec vous. Donc si vous voulez nous suivre, si vous voulez continuer à écouter notre discours, à suivre nos activités sur le terrain, alors adhérez à nos pages Facebook. Aimez nos pages Facebook. Adhérez à nos groupes. Suivez nos chaînes. Nous avons des plateformes sur Facebook, New Power Official. Nous avons également des chaînes YouTube, New Power Official. Nous avons un compte Instagram, un compte Twitter et un compte Google. New Power Official. Nous sommes accessibles. Et vous pouvez interagir en posant vos questions, comme vous le faites en ce moment-là. Et partagez à chaque fois nos vidéos, partagez nos activités pour que les Gabonais sachent que sur le terrain, il y a aujourd'hui une autre façon de faire la politique.
une façon qui sort totalement du cadre dans lequel nous avons évolué depuis 62 ans et qui n'apporte pour l'heure aucune solution. Voilà le message que je voulais transmettre aujourd'hui à la jeunesse gabonaise. Et même s'ils ont réussi à m'empêcher de m'exprimer sur notre plateforme New Power Official, car ils ont réduit drastiquement l'audience, eh bien, j'ai pu le faire ici. Et je ne doute pas qu'ils vont venir à nouveau sur la page politique Gomo Private pour m'empêcher de communiquer. Ça veut dire que notre discours dérange, parce que nous disons la vérité. Et je ne peux que vous demander de rester connectés et branchés sur les plateformes virtuelles du New Power, car c'est ici que la vérité est dite. C'est ici qu'on vous explique les enjeux, et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Connectez-vous. Connectez-vous sur nos plateformes virtuelles et vous allez accéder aux vérités qu'on vous cache. C'est la mission que le charismatique s'est donnée pour la jeunesse gabonaise. Et je le ferai jusqu'à ce que la mort m'en libère. Comme Patrice Lumumba, dont nous avons célébré le nom un certain 12 juillet 2019, lorsque nous avons mené l'opération Lumumba et que nous avons été incarcérés. Il y a 3 ans, le 14 juillet 2019, à cette date précise, j'étais en garde à vue. J'étais en cellule à la direction de la sécurité urbaine, à côté du Como, car j'ai eu l'audace, l'outrecuidance de poser un acte de lèse-majesté, aller dire à la France toutes nos 4 vérités, ce qu'elle n'a pas apprécié. Et elle a donné l'ordre que je sois incarcéré. Nous allons continuer le combat, encore plus déterminé et plus opiniâtre. Ce combat ne finira que lorsque le Gabon sera définitivement libéré de la France-Afrique. Voici le message et partagez-le au plus grand nombre. Otep à mes jeunes sœurs et mes jeunes frères qui ont suivi ce live depuis le Gabon. Otep à mes jeunes sœurs et mes jeunes frères qui ont suivi ce direct depuis les différentes capitales ou les différentes villes du continent africain. Otep à tous mes jeunes frères et tous mes jeunes sœurs qui ont suivi cette communication politique depuis les capitales et les villes du monde entier. Nous nous retrouvons après ce live du 14 juillet 2022 qui faisait un clin d'œil à la France qui fête sa prise de Bastille, sa révolution. Nous nous retrouverons après ce jeudi, le jeudi prochain, le 21 juillet, et pour une autre thématique, pour un autre thème à débat. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.